Bienvenue au 6 à 8. Allô, Kim? Salut, Alex! Fait que c'est notre premier 6 à 8. Donc, ça va être des capsules qu'on va vous faire. On va se présenter un petit peu en partant. Donc, pourquoi qu'on fait des capsules? On est qui? Et ça va être quoi l'information pertinente que vous allez voir pendant le 6 à 8? Mais premièrement, On va toujours vous présenter à tous les débuts de 6 à 8 un alcool, souvent québécois. Ça va être un petit drink du jour. un petit drink. Exact, juste un. Ouais. Parler autour d'un verre 6 à 8. Voilà. Donc, papier, panier, piano. OK. Aujourd'hui, on boit un gin Marie-Victorin qui est brassé par les Subversifs. Oh! Donc, c'est un gin qui est fait à base de panais du Québec. Brassé ici, évidemment. Donc, c'est un gin qui va avoir un goût un peu légumineux. Pour ceux qui ne savent pas, un panais, c'est comme une grosse carotte blanche, en fait. Absolument. Ouais. Super intéressant. Donc, on peut... J'ai pas bu. Je suis plus capable déjà. Cheers! Fraîcheur. Concombre. Jardin. On va commencer par se présenter. Une très bonne chose, hein? Oui, exactement. Pourquoi on fait cette capsule-là? Pourquoi on est qualifié pour faire ce genre de capsule-là? Donc, Alexandra, Oui. tu es conseillère en sécurité financière depuis quelques années. Tu as très bien dit le terme. Parce que souvent, on va le maganer. Donc, conseillère en sécurité financière. En fait, le terme paraît long, mais on va conseiller les gens pour atteindre leur objectif personnel. Donc, je t'explique un petit peu parce que je suis très visuelle comme personne. Fait qu'on va prendre une photo de la personne, du couple qu'on va rencontrer. Puis, on va regarder ça va être quoi ses objectifs de vie. Tu as bien compris que c'est pas une vraie photo, là. Puis nous, on fait le pont entre les deux. Donc, on s'assure de donner des conseils financiers, des conseils en assurance personnelle, d'assurance collective, assurance de business. Et on va, avec nos conseils, bien, on va amener les clients à atteindre leur objectif de vie. Et c'est très personnel aussi, là. On s'entend, chaque personne qu'on va rencontrer, ça va être des conseils qui vont être différents. Donc, c'est la beauté un petit peu de mon travail. C'est ce qui fait que ça me passionne, c'est d'avoir justement une nouvelle histoire, des nouveaux clients chaque jour. C'est ce que j'aime. Puis, pouvoir vraiment réellement aider les gens dans leur vie, dans leur parcours. Donc, c'est pas mal ça qui est... Puis vous allez en apprendre aussi davantage sur mon métier et le tien en écoutant nos petites capsules. Et toi, Kim, courtière automobile, qu'est-ce que ça mange en hiver? Conseillère automobile, c'est un peu comme toi. Je suis là pour aider mes clients à travers leur processus d'achat automobile. L'avantage avec une conseillère automobile, c'est que je suis pas attitrée à un concessionnaire. Donc, pour moi, peu importe la marque que tu choisis, j'ai pas de parti pris comme tel. Je suis vraiment là pour conseiller du mieux que je peux à travers le processus. Donc, tu es très neutre aussi. Absolument. Okay. Que ce soit l'achat du véhicule, mais aussi la prise de possession, les produits après-vente, ainsi de suite, mais aussi à travers là, tout ce qui est entretien de la voiture, tout ce qui va arriver subséquent. Donc, vraiment de A à Z, de l'achat, mais même aussi après. Oui, exactement. Voilà. Vous aurez peut-être compris, mais dans la vie, moi et Kim, on est de très bonnes amies aussi. On s'est rencontrés dans le monde de l'automobile. Kim, à la base, ça a été ma mentor, donc c'est elle qui m'a tout appris sur l'automobile. Et vous aurez droit dans les capsules qu'on va faire à des conseils, c'est le but un peu, là, de l'humour et du franc-parler venant de moi et Kim. Définitivement, ça c'est certain. Je pense qu'on va avoir du fun. Ouais, ça devrait être pas pire. Puis, enfin, on va présenter un petit peu nos parcours pour que vous compreniez qui on est, hein? Oui, puis pourquoi qu'on décide de faire ça, puis que ça peut vous être utile dans la vie. Et voilà. Parfait. Donc, Alex, veux-tu nous expliquer ton parcours un petit peu? Oui, qui n'est pas atypique, hein? Donc, j'ai commencé mes études en fashion marketing, donc en mode. Qui a comme aucun lien avec ce que je fais en ce moment. Mais en fait, ça m'a vraiment appris tout ce qui est objectif de vente. Donc, j'ai travaillé dans le retail pendant 4 à 5 ans même. Puis, par la suite, j'ai entré dans l'automobile. C'est là qu'on s'est rencontrés. J'ai commencé aussi en bas de l'échelle, donc au test. Après ça, j'ai eu la joie de travailler avec Kim et être son adjointe aux ventes. Et par la suite, on m'a offert le poste de directrice commerciale. À partir de poste, j'ai commencé à toucher à tout ce qui est finance et assurance. Puis c'est là un petit peu que ma passion s'est développée pour les finances personnelles. Et j'ai eu la chance de rencontrer mon directeur en ce moment qui m'a comme un petit peu ouvert la porte sur notre métier. Et depuis peu, je suis en fait conseillère en sécurité financière. Voilà mon parcours. C'est très beau. Et pour toi, Kim, parle-moi un petit peu du tien. Donc moi, en fait, je viens d'une famille de l'automobile. Mon père a toujours été dans l'automobile.
ça faisait comme du sens que j'aille là-dedans, même si c'était pas nécessairement ce qui était désiré par mon père. OK. Donc, j'ai grandi dans les voitures, j'ai commencé au bas de l'échelle, j'ai commencé comme réceptionniste il y a beaucoup d'années. Je me suis promenée entre quelques concessionnaires, j'ai atterri là où on a travaillé ensemble, où j'ai passé 8 ans total. Et là, j'ai fait réceptionniste, ensuite j'ai vendu des voitures d'occasion, OK. j'ai vendu des voitures neuves, je suis montée dans les voitures un petit peu plus luxueuses, puis après ça, je suis allée dans les voitures exotiques pour une autre compagnie, OK. qui était vraiment une expérience super le fun pour une passionnée d'automobile comme moi. Et par la suite, c'est sûr que là, j'ai eu mon fils, ainsi de suite. Puis je suis allée rejoindre mon père dans la business familiale. Donc, on est vraiment à notre compte, puis on travaille ensemble. Puis ça nous permet vraiment de faire ça là, selon nos termes, puis comme nous, on veut apporter ça aux clients. Bien, selon tes valeurs puis ta personne, puis tu sais, comme tu parlais aussi, je pense que le fait d'être neutre, Ouais. c'est ce qui peut faire peur aux gens dans le domaine automobile. Hein? On se cachera pas que le domaine de l'automobile, c'est pas un domaine qui est très reluisant, là, que les gens ont confiance beaucoup. Donc, je pense qu'avoir quelqu'un de neutre, tu sais, que tu sais qui est là vraiment pour te conseiller, peu importe la marque, puis ça ne l'avantage pas nécessairement de te vendre quelque chose en particulier. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Et la réponse est super bonne. On a beaucoup de clientèle, puis les gens sont vraiment heureux. Là. Puis on s'entend, c'est toujours aussi vers leur objectif. Donc, ça va vraiment être selon ce qu'ils désirent. Puis, c'est ce qui nous amène aussi à parler de notre première capsule, qui va être le coût de roulement. Oui! Donc, qu'est-ce que le coût de roulement, Kim? Oui, les coûts de roulement d'une voiture. Donc, évidemment, quand on achète ou on loue une voiture, il y a le coût d'achat. Ça, tout le monde est au courant. Mais une voiture, bien, il y a des coûts à conduire un véhicule. Donc, évidemment, il y a le coût que ça a coûté l'acheter. Là. Il y a beaucoup de coûts dans ce que je dis, mais c'est pas grave. Le mot coût va revenir. Oui, coût. Ouais, c'est ça. Mardi. Le coût. Budget aussi. Budget. OK. Donc, une voiture, il y a des choses à considérer dans son budget pour pouvoir rouler la voiture. Ce genre de choses-là, entre autres, il y a l'entretien, les changements d'huile, les pneus aussi, l'usure, donc les freins, ça peut être des suspensions aussi avec le temps. Il y a le fait qu'éventuellement le véhicule tombe sans garantie, donc il peut y avoir des réparations majeures ou des plus petites qui peuvent arriver. Il faut quand même considérer ça dans notre budget. Et le coût de roulement est différent dépendamment du type de voiture qu'on va rouler aussi. Donc, logiquement, plus la voiture est dispendieuse, plus le coût de roulement est élevé. Je donne un exemple. Souvent, les voitures de luxe vont être montées sur des roues assez massives pour le look. Oui. Par contre, plus la roue est grosse, plus le pneu est grand et à profil bas, et plus il est dispendieux. Donc, il faut penser à ça, puis il va user beaucoup plus vite. Donc, c'est toutes ces choses-là que moi, je considère avec mon client. Comme toi un peu, je rencontre le client, on regarde un peu les voitures qui sont intéressantes pour lui, puis je vais prendre ça en considération. T'sais. Son budget, c'est pas juste je veux mettre tant par mois. Exact, parce qu'on s'entend que le budget, exemple, j'ai 500, 1000 ou 1500, ça va pas juste être l'auto en particulier, ça va être tout ce qui est... Il faut que ça inclue tout. T'sais, les gens ne considèrent pas aussi Ouais. le coût des assurances. Dépendamment de la voiture que tu choisis, tes assurances peuvent être pas mal plus dispendieuses. Le coût de tes immatriculations. Savais-tu qu'il y avait une taxe de luxe? Ben, toi, tu le sais. Là. Oui. Mais il y a une taxe de luxe sur les voitures de plus de 50 000 Ben ça, les gens savent pas. Exactement. Souvent. Fait que c'est les choses qu'on va vraiment regarder puis qu'on est là pour accompagner notre client pour qu'il comprenne dans quoi il s'embarque. Puis c'est ça. Puis toi, dans le fond, c'est sûr que dans ton budget, tu vas considérer ça aussi. Oui, puis tu sais, c'est un petit peu le but de, vous aurez compris, moi, je suis conseillère en sécurité financière, Kim est courtière automobile. Donc, on mélange l'automobile avec la finance. Puis tu parlais justement des changements de pneus. Tu sais, après 3-4 ans, tu vas en parler un petit peu plus, là, mais il y a justement des coûts qui vont revenir. Et ça fait partie de qu'est-ce qu'on veut avoir dans le fonds d'urgence. Donc, ça fait pas partie du paiement du budget. Donc, nous, on s'assure vraiment de voir l'intégralité du budget de la personne. Donc, on parle vraiment du loyer, de l'électricité, de l'automobile. Tout ça, en fait, va faire partie du budget avec lequel on va travailler. Moi, ce que je vais regarder avec toi, c'est qu'on a deux véhicules très différents. La première chose, c'est qu'un Honda, par exemple, la garantie, c'est 3 ans, 60 000 km, la garantie complète de la voiture. OK. Versus un Audi, c'est 4 ans, 80 000 km. Par contre, le Honda, il y a une garantie groupe motopropulseur, on va y revenir dans une autre capsule, de 5 ans, 100 000. Donc, OK. qui couvre là, des pièces un petit peu plus internes, un petit peu plus core de la voiture. Ce qui baigne dans l'huile. Ce qui baigne dans l'huile, couramment appelé.
Donc, il faut comprendre, dans les coûts subséquents, si on compte garder la voiture plus de 3 ans, c'est que la Honda va tomber hors garantie plus rapidement. Je comprends. Par contre, une Honda versus une Audi, je pense qu'on est tous au courant. Honda, la fiabilité, la réputation n'est plus à faire. Donc, pour moi, quand on regarde, là, selon ton scénario, je vois pas là, des coûts différents. OK. Là, au niveau des coûts, habituellement, aux 3-4 ans, on va changer des pneus. Donc, les pneus vont être finis ou sur le bord d'être finis aux 3-4 ans. Ensuite, on va avoir des freins éventuellement à changer. Ça vient habituellement aux 4 ans, des freins. 5 ans, si on fait plus d'autoroute que de ville. OK. Donc, on a ça à considérer. Des freins, ça tourne entre, évidemment, encore une fois, les freins de Honda vont être moins dispendieux, souvent sous la barre des 1 000 $. Et les freins d'Audi vont être plus chers. On va commencer. Donc, il y a ça à considérer dans les 4 ans. Donc, dans les 3-4 ans, on va avoir des pneus et des freins à considérer. OK. Ensuite, on va avoir à toutes les années, évidemment, un entretien ou un changement d'huile. On peut parler de doubler dans un véhicule plus luxueux. Donc, on peut doubler le prix, le coût de roulement ici à ce moment-là. Outre ça, au niveau de l'usure, on va parler de suspension, ainsi de suite, mais ça vient plus tard. Donc, si on considère la majorité des gens gardent la voiture 3 à 4 ans, dans ton cas à toi, on a à budgéter un entretien par année, donc mettons-nous sur 4 ans, 4 entretiens. On a à budgéter un changement de pneu d'été, un changement de pneu d'hiver et probablement un changement de frein. Puis j'imagine que le kilo que je fais par année va être évidemment, va influencer ça, mais là, on n'en a pas parlé, on va pas loin comme ça. Là, c'est vraiment juste pour montrer les choses qu'on prend en considération. Ensuite, on a ce qu'on appelle les hasards de route. Oui. On a tous eu des crevaisons avec nos belles routes du Québec. Évidemment, plus la roue est grosse, plus la crevaison vient vite. Plus le véhicule est luxueux, plus la roue est grosse, souvent pour le look. Donc, il y a ça à prendre en considération. Ouais. Ça a l'air niaiseux, mais il y a les accrochages dans les stationnements. C'est vrai. Les hit and run. Ouais. Accrocher une chaîne de trottoir avec son mag. Ouf, ça fait mal. Hein? Ça fait mal, oui, absolument. Donc, il y a ça à considérer. Ouais. Moi, je parle de budget avec quelqu'un, je dis entre le CR-V et le Q5, considère qu'il y a à peu près le double en niveau de coût d'entretien de plus et je dirais presque le double aussi en usure. Parfait. Là, on parle juste de budget. Là, on parle vraiment de budget. Par contre, quand on parle de, mettons, paiement par mois puis coût de l'automobile, là, on dit un budget de 800, il faut considérer les assurances là-dedans. Une voiture, plus la voiture est chère, souvent plus les assurances sont élevées. Ça va avec l'âge de la personne aussi. Oui, je veux dire ton historique, ainsi de suite. Mais ça, tu vois, je le rentrerai pas dans le coût, dans le fonds d'urgence, je le mettrais dans le paiement automobile. Oui, ça, c'est certain. C'est ça. On va pas en parler nécessairement, mais il y a aussi les garanties après-vente et qui peut inclure les hasards de route ou ça, on va faire peut-être une capsule un petit peu plus approfondie sur le sujet, mais ça peut faire partie du paiement. Donc, en résumé, quand on parle de coût de roulement automobile, on parle d'entretien, évidemment, on parle d'usure, pneus, freins, ainsi de suite. On va parler aussi d'assurance, d'immatriculation, ce genre de choses-là. Et l'important, c'est de faire un budget en conséquence, d'utiliser, comme tu nous parlais, là, du fonds d'urgence pour tout ce qui est hasard de route et ainsi de suite. Très belle description. Merci. Qu'on est là. Donc, ça conclut. Pas ça conclut. Donc, ça conclut pas mal notre premier sujet de notre première capsule. J'espère que vous avez aimé le contexte dans lequel on vous a mis, puis ça va pas mal être ça pour les autres. Non, je dis n'importe quoi. Voyons, oui! Je sais pas, t'es commence, là. Jean-François m'appelle. OK. On salue Jean-François. Pourquoi? Quiconque il est. JF? JF. Ah, réponds. Allô, JF? T'as peur, OK. J'espère que vous avez aimé notre premier sujet. Puis le second, ça va être quoi, Kim? Dans le prochain épisode, dans la prochaine capsule, on va parler plutôt de la différence entre l'achat et la location d'un véhicule. C'est quoi les impacts financiers de l'un et de l'autre? Puis je pense d'expliquer en profondeur dans quoi tu t'engages lors d'un achat et lors d'une location, parce que je pense que c'est flou pour bien du monde. Je pense que oui, on en a parlé dernièrement avec quelques personnes aussi, de notre entourage. On fait de l'échantillonnage et on réalise que c'est flou pour bien des personnes. Donc, on va être là pour démystifier ça avec vous à la prochaine capsule du 6 à 8. Yes! Cheers, Ancha!